Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Thérèse. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'accouchement et de préparation à l'accouchement, mais aussi le déroulé de l'accouchement, parce que effectivement, on se rend compte, alors, notamment avec les questions qui sont posées sur le canal Telegram de Femmes à part. Le lien est dans la description si jamais vous voulez nous rejoindre là-bas. Il y a régulièrement des questions qui sont posées sur la grossesse, l'accouchement, l'organisation un peu avec le nouveau-né, etc. Et donc Marie m'a gentiment proposé qu'on parle ensemble de ce sujet pour essayer d'aider les femmes en fait à mieux comprendre comment se déroule exactement l'accouchement et donc peut-être à moins paniquer le jour J et à leur faciliter tout ce travail vers la naissance d'un joli bébé. Et alors, il y en a pour qui peut-être c'est complètement évident, elles ont déjà accouché 10 fois, ça s'est toujours très bien passé, ça a toujours été très facile, elles ont de l'expérience. Il y a celles qui ont eu, beaucoup d'éducation de ce côté-là par rapport à leur maman, par rapport à ce qu'elles peuvent lire sur Internet, les groupes dans lesquels elles peuvent être, etc. Donc, il y a des femmes qui ont déjà beaucoup reçu, qui savent beaucoup. Et tant mieux pour elle, et c'est génial. Mais donc, d'après ce que vous disiez, Marie, vous avez aussi rencontré des femmes qui, finalement, ou comme vous d'ailleurs au début, ne saviez pas forcément ce qui allait exactement se passer. Enfin, si physiologiquement, on sait qu'il y a un bébé qui va sortir, on sait d'où il va sortir, etc. Mais on ne sait pas forcément exactement tout ce qui va se passer, toutes les phases. Et donc, ça peut être assez perturbant, ça peut nous faire un petit peu paniquer. Et donc, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, comment bien se préparer, quel va être un peu le déroulé, et puis d'autres petites discussions annexes autour de l'accouchement, accouchement à domicile, etc. On en parlera, du choix des sages-femmes aussi. Mais peut-être juste avant de commencer, Marie, je vais vous demander de vous présenter pour que les gens qui nous écoutent vous connaissent un petit peu mieux. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Marie, je suis mariée, j'ai 4 enfants. L'aîné a 6 ans et le dernier a 5 mois maintenant. Je suis sage-femme. J'ai fait donc mes études en Belgique et je me suis toujours intéressée à la question de l'accouchement physiologique. J'ai accouché moi-même, donc on en reparlera un peu plus tard à domicile. Et j'ai eu l'occasion de croiser aussi bien lors de mes études que après pour les différentes naissances, une sage-femme qui connaissait très très bien la physiologie de l'accouchement et qui me l'a transmise. Donc je vais vous parler de cela aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup Marie. Alors peut-être, je ne sais pas exactement par quoi vous vouliez commencer, mais on va peut-être préciser justement, donc on va parler de l'accouchement naturel. Peut-être dites-nous ce que vous entendez par accouchement naturel. Voilà, donc par accouchement naturel, ce que je tiens à préciser ici, c'est donc que c'est un accouchement non seulement sans intervention médicamenteuse, c'est-à-dire pas de perfusion, pas de médicaments, rien, mais également un accouchement sans intervention mécanique. Donc pas de rupture de la poche des os de la part du personnel médical. Une Ou de rupture ventouse, par exemple, spontanée. ça peut être aussi ce que vous appelez une intervention mécanique, la Oui, ventouse, voilà, du la skiable. ventouse, oui, voilà. D'accord. Ou une rupture de la poche des os. Parce que ça arrive parfois que pour provoquer un accouchement, si les conditions sont là, que ça n'avance pas assez vite, le personnel médical peut faire le choix de rompre la poche des os. Mais donc là, c'est plus exactement, enfin, c'est plus le corps qui suit une logique tracée en quelque sorte. On est intervenu et si vous voulez, du coup, le parcours est un peu différent. Alors, donc ça, c'est vraiment l'accouchement naturel tel qu'on peut le retrouver, par exemple, à domicile ou, par exemple, dans un accouchement spontané qui pourrait avoir. Vous êtes dans un magasin, il y a une dame qui accouche, voilà, elle accouche naturellement, on va dire, parce qu'il y a, il y a Il y a personne pas de qui choix. intervient. Voilà. Ou dans des voitures, ce qui arrive parfois, surtout quand les maternités sont loin. Donc Mais ça peut être aussi à l'hôpital en soi, si... Enfin, c'est pas exactement. forcément à la maison, on est d'accord. Exactement, ça peut être à l'hôpital aussi.
Euh, alors là-dessus, les hôpitaux ont parfois des politiques différentes. Il y en a pas mal qui actuellement acceptent de mettre donc une voie d'entrée pour une perfusion, mais sans forcément mettre en route une perfusion. Mais ça, il faut que les parents, enfin la maman le demande et le spécifie. Ça, je pense que c'est Euh, important de le dire, enfin, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais le fait que justement, que la maman peut-être se renseigne déjà avant sur la maternité et qu'ensuite elle demande, qu'elle précise, enfin, qu'elle a je ne sais pas si on appelle ça, je crois qu'on appelle ça un projet de naissance, mais oui, tout qu'elle à fait, oui. qu'elle exprime en fait ce dont elle a besoin avant pour que le jour J, peut-être quand elle sera un petit peu, qu'elle aura autre chose à penser, bah, qu'elle sache que le personnel est déjà prévenu, sait quel est son projet, qu'elle ne veut pas de perfusion, par exemple. Enfin, voilà. Exactement. Et alors, du coup, c'est aussi très intéressant de savoir quel est ce déroulé de l'accouchement parce que, je veux dire, ça peut arriver à toutes les mamans de partir en retard à la maternité, d'accoucher sur le bord de la route. Enfin, c'est des histoires qui se passent, qui Oui, arrivent. oui, on entend régulièrement. Et donc, le fait de connaître vraiment ce déroulé, ça peut, bah voilà, ça peut aider aussi bien la maman que le papa qui souvent est en train de conduire et un peu stressé à ce moment-là. Exactement. Et je pense que même dans un accouchement à l'hôpital, le papa est sûrement stressé. Donc peut-être que si lui aussi, justement, comprend et a une vision un petit peu sur tout le process, ça l'aidera aussi à rester calme, en effet. Voilà. Alors, je vais parler de 2 phases principales qui ont lieu dans l'accouchement. C'est, l'accouchement qu'on dit passif et l'accouchement actif. Donc l'accouchement passif, c'est une phase où le corps se prépare à l'accouchement et ça peut durer plusieurs jours, donc ça peut même durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est très difficile de vraiment dire bah voilà je suis dans cette phase là parce que ce sont des petits signes qui vont et qui viennent tels que des contractions qui ont l'air d'être un peu régulières mais bon qui vont s'arrêter. Euh, ou alors le bébé qui se positionne, il peut y avoir vraiment des douleurs. Enfin moi personnellement ça m'est arrivé. Euh, euh, j'ai cru que ça se mettait en route parce que j'ai vraiment eu des douleurs très très intenses. Et en fait, c'était juste le bébé qui était en train de se tourner pour se mettre en bonne position en vue de la naissance. Et donc, et puis la naissance n'est arrivée qu'une semaine après. Ah oui, d'accord. Ça peut être vraiment, entre guillemets, longtemps avant. C'est pas juste quelques heures. Voilà. D'accord. Exactement. Et ça a été 2-3 heures très intenses avec des douleurs intenses et puis plus rien du tout. Et 1 semaine après, ça s'est mis en route. Donc c'est pour ça qu'on peut difficilement vraiment donner un timing sur cette phase-là. Mais est-ce qu'on a un Euh, moyen de savoir, parce que quand même, 3 heures de grosses douleurs, est-ce que ça donne pas un peu envie d'aller à la maternité quand même, quoi? Alors, bah si, justement, c'est là que certaines mamans vont se dire ah bah je vais aller à la maternité et qu'elles y arrivent et quand elles y arrivent, bah tout se calme et qu'on leur dit bah madame, vous pouvez Mhm. retourner chez vous. Voilà. Alors le petit détail qui va faire que on va se dire oui, ça continue ou pas, c'est en fait ça va être sur la régularité des contractions. Et l'intensité, c'est-à-dire que ces contractions en fait qu'on appelle de faux travail, elles vont finir par s'estomper et voire être de moins en moins rapprochées, puis s'arrêter. Alors il y a un petit conseil qu'on donne souvent aux mamans dans ces cas-là, c'est de se prendre un bain chaud, mais alors pas trop chaud non plus, mais suffisamment chaud pour qu'elle puisse se détendre. Et en fait, avec la détente, souvent ça va arrêter les contractions si c'est un faux travail. Donc D'accord. ça peut permettre, ou une douche chaude, hein, c'est bon aussi. Maintenant, c'est vrai que le bain, ça permet vraiment de se détendre et donc de voir si les contractions vont continuer ou pas. Donc ça, c'est donc la phase de l'accouchement passif. Et ça, c'est vraiment tout ce qui est, je dirais, mécanique. Maintenant, sur le point de vue
émotionnel et enfin psycho-émotionnel, la maman va être dans le même état que vous et moi en ce moment, c'est-à-dire que elle va encore penser à ses projets, à ce qu'elle doit faire, elle va être tout à fait active d'un point de vue psychologique. Elle peut encore appeler des gens, elle peut, Elle a voilà, tous ses elle sera, moyens. elle a toutes ses capacités, on va dire, psychologiques. D'accord. Euh, donc ça, c'est la première partie. Ensuite arrive la deuxième partie qui là va être le travail, ce qu'on appelle vraiment le travail, et qui donc va s'en suivre de l'accouchement. Au niveau du travail, il faut quand même savoir que les contractions d'une femme à l'autre vont être très différentes. Alors, on donne des normes, c'est-à-dire toutes les 5 minutes, toutes les 2 minutes, etc. Mais il peut se faire que, donc je rappelle toujours que là, on est dans un contexte où il n'y a pas d'intervention médicamenteuse. Il peut se faire que certaines femmes n'aient des contractions que toutes les 8 minutes, et ça jusqu'à la fin de l'accouchement. Ça va être vraiment variable d'une femme à l'autre. Maintenant, le plus souvent, c'est vrai que elles sont quand même aux alentours des 5-10 minutes. Donc ça, c'est au niveau des contractions. Et alors, ce qui est intéressant de connaître, et c'est là que ça peut vraiment aider certaines mamans, c'est que les contractions, alors il ne faut pas se mentir, au début, elles sont gentilles, elles ne font pas trop mal, on arrive encore à marcher, à faire des choses, mais au fur et à mesure du temps, il y a une certaine douleur qui s'installe. Maintenant, le corps, lui, répond à cette douleur en sécrétant des endorphines. Et les contractions, en fait, elles vont se succéder par palier d'intensité. C'est-à-dire que il va y avoir une première contraction qui aura une certaine intensité. Là-dessus, le corps calcule le taux d'endorphine qu'il doit donner pour que ça soit supportable. Une fois que le palier est atteint, bon, vous avez encore quelques contractions de ce niveau-là, et puis on augmente d'intensité. Et à chaque fois, le corps répond à l'intensité de la douleur avec des endorphines. Et ça, jusqu'à la fin de l'accouchement. Donc une maman qui accouche, elle se dit: «Ouh là là, j'ai entendu des choses, je vais souffrir». Oui, vous allez souffrir un petit peu, il faut certes, mais n'oubliez pas que votre corps va, au fur et à mesure du temps, s'adapter. Et donc oui, parfois il y a une contraction qui peut être plus difficile, mais gardez en tête que la suivante, elle sera plus supportable. D'accord. Voilà, et ça peut vraiment aider à se dire: «Bon, bah, voilà, on progresse, on y arrive et mon corps fait aussi son travail». Alors ça, c'est par rapport aux contractions, de façon générale pendant tout le travail. Maintenant pour parler vraiment des phases, du travail, la première phase qui était passive et dont j'ai parlé juste avant, permet de faire certaines modifications au niveau, du corps par rapport à la position du bébé, à aussi, une certaine préparation du col ou le col de l'utérus, je spécifie, qui devient plus mou, qui se raccourcit. Et donc là, dans la phase, vraiment active, hem, il va y avoir des contractions au départ, qui vont continuer ce travail de préparation, et puis on va arriver dans une deuxième phase où souvent là, la maman va arriver à, ce qu'on appelle 4-5 centimètres de dilatation, où, là où ce travail va continuer, et hem et d'un point de vue, psycho-émotionnel, la maman à ce moment-là va changer de comportement. C'est-à-dire que, au lieu d'être, à penser, à 1000 choses, à ses enfants, à ci, à ça, elle, si elle en a d'autres, et bien là, elle va commencer à se concentrer un peu plus sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle va, tout doucement anticiper le fait que le bébé va arriver, et elle va aller à l'essentiel en se disant: «Bah, voilà, il faut que je prépare ci, il faut que je prépare ça parce que là, ça va se mettre en route». Et à partir de ce moment-là, elle a le sentiment que ça y est, ça se met vraiment en route.
et que là, on va commencer le travail. Mais physiquement, elle peut être encore capable, alors ça dépend des mamans, elle peut être encore capable de faire le tour de sa maison, aller chercher des affaires, etc. Donc ça, c'est cette première phase, je dirais, vraiment de travail. Donc entre les contractions, souvent, elle récupère, et même pendant les contractions, comme je vous disais, elle peut encore participer à la vie quotidienne, même si elle a un objectif, c'est de préparer parce qu'elle sent que ça va arriver. Ensuite arrive une deuxième phase où là, elle sera plutôt entre 5 et 7 cm. Et la maman, là, au niveau psychologique, elle va plus du tout être dans ce qui se passe autour d'elle. Elle va être un peu comme dans sa bulle. Mais ça, c'est les endorphines en fait qui provoquent cette espèce de sortie d'elle-même où elle aura pas encore l'esprit tout à fait ailleurs, mais là, à partir de ce moment-là, son discours va clairement changer et elle va parler en ordre aux gens qui sont autour d'elle. Elle va dire, là, il faut, si son mari n'a pas encore appelé la sage-femme, par exemple, elle va dire, là, il faut que tu l'appelles. Appelle la sage-femme, fais ceci, là, il faut emmener les enfants, fais cela. Mais vraiment Elle va à l'essentiel, en fait. Elle va à l'essentiel, mais en donnant des ordres. Parce que c'est vraiment là, il faut y aller, là, ça se met en route. Mais elle va pas forcément s'en rendre compte elle-même, mais son mari qui est autour va se rendre compte qu'il y a eu ce changement de discours. Et donc ça, c'est très important pour les papas, parce que quand ils se rendent compte que là, la maman, elle est encore présente, mais elle va encore plus à l'essentiel, vraiment sur des choses très, très précises, là, il peut se dire là, c'est vraiment parti. Là, il faut si c'est un accouchement à la maternité, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut plus tarder à partir, parce que la phase suivante, on ne peut pas la déterminer sur le temps, mais elle va arriver vraiment très prochainement. Et donc ça, c'est une phase où souvent le col est entre 5 et 7 cm. Et il est complètement raccourci. Et donc là, les contractions que la maman a à ce moment-là, c'est vraiment pour pousser le bébé contre le col et que le bébé, avec sa tête, lui-même fasse le travail d'ouvrir le col. D'accord. Alors, et après, le col va continuer de s'ouvrir. Voilà, le col est censé s'ouvrir jusqu'à 10 cm. D'accord. Voilà. Alors pour chaque période là dont je vous parle, donc ici entre 5 et 7 cm, et puis avant les 5 cm, on ne peut pas donner, quelle que soit la phase, on n'a pas de timing précis. On ne peut pas dire, voilà, ça va durer 1 heure, ça va durer 2 heures, ça va durer 4 heures. C'est impossible, parce que d'une femme à l'autre, ça va vraiment être très variable. Et en plus de ça, se rajoute le fait d'avoir déjà eu des enfants ou pas. Théoriquement, et ça se remarque dans la pratique, pour un premier bébé, c'est souvent un peu plus long que pour les suivants, quand tout se passe bien. Voilà. Alors donc là, on en était à la phase où la maman arrive à plus ou moins 7 cm. Ensuite arrive une deuxième phase où là, ça va être l'ouverture totale du col, entre 7 et 9 cm. Et c'est vraiment à ce moment-là que la maman va avoir besoin de beaucoup de soutien de la personne qui l'accompagne, que ce soit le papa, la sage-femme, une amie éventuellement si le papa ne peut pas être présent. À ce moment-là, la maman va avoir un sentiment de panique, où elle va se dire c'est trop dur, je vais jamais y arriver, je vais pas être capable de sortir ce bébé. Je vais vraiment, il faut que ça s'arrête, je vais pas m'en sortir. Et ça, c'est vraiment des mots, ce que je vous dis là, c'est des mots que j'ai entendus même avec des mamans qui ont des péridurales, elles passent dans cette phase où elles se disent non, je vais plus y arriver. C'est pas possible. Et donc c'est à ce moment-là que la maman a vraiment besoin du soutien, et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et c'est toujours dans cette phase juste avant d'arriver à la phase, si vous voulez, où le bébé va vraiment sortir.
Et donc, les mamans qui font le choix, par exemple, d'accoucher sans péridurale, quand elles sont en milieu hospitalier, elles vont avoir cette phase à 7-8 cm où elles vont commencer à paniquer. Elles vont dire là, il me faut absolument la péridurale parce que je ne vais pas m'en sortir. Sauf que bien souvent, le temps que se fasse le choix si vous voulez, que le personnel puisse appeler l'anesthésiste, etc., parfois c'est trop tard. Ça arrive que c'est trop tard. Et donc, voilà, elle finit par accoucher sans péridurale. Oui. Mais maintenant, pour une maman qui aurait vraiment ce projet d'accoucher sans, il faut que l'accompagnant sache qu'à ce moment-là, il faut qu'il rassure la maman en lui disant t'inquiète pas, tu vas y arriver, c'est normal, ce qui se passe dans ton corps, c'est tout à fait normal. Et c'est aussi justement le travail de la sage-femme. Malheureusement, en milieu hospitalier, elles n'ont pas toujours le temps de pouvoir être présentes à ce moment-là et de rassurer la maman. Mais c'est vraiment ce moment-là où il faut être dans le rassurement de la maman. Exactement, d'où l'importance que le papa soit au courant aussi de cette phase un peu de désespérance et que la maman la connaisse aussi. Je trouve que ça aide en fait. Si on sait qu'on va avoir une période comme ça, que c'est normal, que quasiment toutes les femmes l'ont, mais qu'on sera capable de passer au-dessus, je pense que ça aide beaucoup. Alors que si on se laisse surprendre, bah on doit se dire, mais enfin effectivement, qu'est-ce qui m'arrive, je vais mourir. Je suis la seule, les autres y arrivent, mais pas moi. Enfin voilà. Alors que si on sait que c'est normal, qu'il y a une phase hyper dure qui va arriver, on se dit, ah ok, je suis rentrée dans cette phase. Là vraiment, faut que je me concentre, je vais y arriver. Et on peut se préparer à l'avance aussi des petites phrases que notre mari peut nous dire ou voilà, mais pour nous encourager aussi à traverser ce moment-là. Voilà, exactement. Et puis c'est le moment où la maman peut aussi faire ce travail de se dire, bah voilà, mon bébé là, il est en train de vraiment travailler. J'arrête de paniquer, je pense à lui qui travaille et je me concentre sur lui pour l'aider au maximum et pas partir en désespoir et en panique, quoi. J'essaye de me concentrer. Alors forcément, elle va un petit peu paniquer, mais si vous voulez, le fait de rassurer la maman, bah, elle va passer cette phase et alors elle va du coup naturellement arriver à la phase suivante où alors là, elle est complètement dans sa bulle. Mais alors, elle parle pas du tout, elle pense plus à rien, elle a complètement oublié la panique précédente. Et donc là, elle arrive vraiment aux 10 cm et à la période de délivrance, donc vraiment le moment où le bébé va sortir. Et donc là, c'est une période où si le papa demande est-ce que tu veux quelque chose, non, la maman elle répondra pas, quoi. Elle sera dans sa bulle, quoi. Même si elle entend, elle aura pas la force de répondre. Clairement, Elle est un peu ailleurs, quoi. Elle est concentrée entre elle et son bébé. Exactement. Et donc la seule chose qu'elle pourrait éventuellement faire, c'est répondre par des signes de tête, et encore, c'est si elle a la force. D'accord. Et donc ne pas s'inquiéter aussi pour les personnes qui sont là, enfin le mari en général, qui accompagne, ne pas s'inquiéter et juste continuer de la soutenir et ne pas la faire parler non plus si c'est pas nécessaire, quoi. Voilà, vraiment la laisser dans sa bulle en quelque sorte et continuer à la rassurer, à lui dire voilà, le bébé arrive, ne t'inquiète pas, c'est normal, ce que tu ressens dans ton corps, c'est normal, et tout se passe bien. Ça, c'est vrai que c'est assez important que même la personne qui accompagne n'hésite pas à dire ça à la maman. Tout se passe bien, c'est normal. Parce que voilà, si la maman panique, ça peut avoir une répercussion au final sur la façon dont elle essaye de se détendre pour laisser passer son bébé, ce qui n'est pas évident quand on a de la douleur, on a plutôt tendance à se contracter. Et du coup, ça peut avoir une répercussion sur le bébé, etc. Et même sur l'équipe au final. Donc c'est très important que toutes les personnes qui soient autour de la maman restent calmes et essayent de calmer au maximum, enfin de rassurer la maman plus que de la calmer, mais plutôt de la rassurer. Exactement. Voilà, et donc là, on arrive au moment des 10 cm. La maman est complètement dans sa bulle.
et elle ne parle, enfin, elle veut plus rien. Elle ne parle plus et elle n'arrive même pas à dire en fait ce qui pourrait l'aider ou la soulager. Alors, ce qui fonctionne quand même chez la plupart des femmes, euh, c'est bêtement un gant de toilette d'eau chaude dans le bas du dos. Ça, D'accord. c'est quelque chose qui soulage, qui permet en fait de décontracter tous les muscles qui sont en train de faire un travail important. Et du coup, ça permet quand même de soulager la maman et la douleur. Et le bébé a aussi tendance à se diriger vers le chaud, donc ça peut l'aider aussi à trouver plus rapidement son chemin en quelque sorte. Ensuite arrive la phase vraiment d'expulsion, où là, les contractions, ce n'est plus du tout les mêmes contractions qu'avant. Avant, c'est des contractions, je dirais comme quand on, enfin, c'est un peu comme quand on a une contraction d'un muscle, où ça durcit très fort. Ça fait mal puisque les contractions font quand même un petit peu mal et ça se relâche. Mais quand on arrive à l'expulsion, les contractions en fait poussent le bébé et on ne peut pas du tout contrôler quoi que ce soit. C'est-à-dire que vraiment on a moi, avec le recul de mes accouchements, je vois bien, enfin, j'arrive vraiment à déterminer cette différence. C'est-à-dire que là, en fait, on ne contrôle plus rien et, enfin, c'est impossible d'arrêter un bébé qui est en train de sortir. Ça se Clairement, c'est fait tout impossible. seul, en fait. Voilà, Le ça travail. sort tout seul. Hmm. Et il y a vraiment un basculement de différence de contraction. Donc quand la maman ressent qu'il y a ces contractions-là, là, elle peut se dire que ah, ça y est, là, je suis dans la phase où le bébé va sortir. Dans les contractions qui suivent, voilà, le bébé va arriver. Et donc, par rapport à ça, à ce moment-là, si vous voulez, le papa peut toujours être présent et la rassurer. Mais c'est vrai que dans cette période-là, elle va avoir moins besoin. En fait, c'est un peu comme si elle allait ressortir de sa bulle, parce que là, le bébé est en train de sortir. Et donc, elle va être un peu plus présente à ce qui se passe. Et forcément, elle va sentir le bébé qui, au fur et à mesure, va sortir, quoi. Hmm. Maintenant, il y a aussi une question de position. Ça, c'est vrai que parfois, c'est une question qui revient souvent. Quelle position il faut adopter pour l'accouchement? Alors, il y a différentes positions qu'on peut trouver sur Internet qui sont proposées, etc. Mais j'ai envie de dire que la meilleure position, c'est la position que la maman va spontanément prendre. C'est-à-dire que parce qu'on dit oui, c'est accroupi, accouché, allongé, voilà. Alors clairement, une position qui n'est pas naturelle, c'est celle qu'on propose le plus souvent à l'hôpital, c'est-à-dire la position gynécologique. Parce que déjà, quand on a mal, c'est pas évident de rester comme ça. Et en plus de ça, le bébé fait un travail qui, en fait, il a un mouvement à faire avec sa tête. Et comme le point de gravité, enfin, il va être en fait en sens contraire du point de gravité, ce qui va faire que ça va être encore plus difficile pour lui dans cette position-là. Maintenant, que ce soit sur le côté, debout, accroupi, ça c'est vraiment, ça dépend d'une maman à l'autre. Il y a des mamans qui vont mieux se sentir allongées, d'autres qui vont mieux se sentir debout. Ça c'est vraiment très personnel. Et, et souvent elles le font parce qu'en fait, tout simplement, c'est la meilleure position pour leur bébé à ce moment-là, quoi. C'est leur instinct, en fait. Et Exactement. pourquoi, petite question, vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais pourquoi les hôpitaux proposent cette position pour accoucher alors que clairement, c'est pas la bonne? Alors C'est plus facile. parce que c'est beaucoup plus facile pour le gynéco ou la sage-femme de voir ce qui se passe et du coup de pouvoir accompagner le bébé au moment de la naissance. C'est-à-dire que, par exemple, alors la position allongée, c'est celle que j'aurais tendance à recommander si vous avez une péridurale. Mais sur le côté, allongée sur le côté, pardon, je précise. Si vous avez une péridurale
ou que vous avez un monito et que vous êtes un peu prise par des tas de fils, essayez cette position-là parce que c'est pas forcément évident d'être debout ou accroupi. Maintenant, quand on est debout ou accroupi, pour la sage-femme, ça veut dire que elle doit faire de la gymnastique pour pouvoir prendre le bébé au moment où il sort, quoi. Maintenant, il y a quand même aussi quelque chose qui est important à savoir, c'est que la maman, instinctivement, ne va jamais laisser tomber son bébé. C'est-à-dire que, par exemple, une maman qui part trop tard ou qui est seule chez elle avec un autre enfant le temps que le papa arrive pour partir à la maternité ou enfin, ce genre de situation où elle se retrouve seule, il ne faut pas qu'elle ait de crainte par rapport à ça parce que instinctivement, elle va rattraper son bébé. D'accord. Maintenant, si elle a des craintes, ce qu'elle peut faire, c'est alors c'est clair qu'il vaut mieux se mettre sur un matelas, sur quelque chose comme ça, si vraiment elle a peur de ne pas y arriver. Mais normalement, instinctivement, elle va le prendre et l'attraper. Et est-ce qu'à l'hôpital, on a le droit de choisir sa position ou est-ce que c'est compliqué par rapport au personnel médical? Est-ce qu'ils autorisent? Alors, ils autorisent de plus en plus et ce sera d'autant plus facile, a priori, si c'est une sage-femme qui fait l'accouchement que si c'est un gynécologue. Mais ça peut être aussi spécifié dans le projet de naissance en disant voilà, j'aimerais bien accoucher sur le côté plutôt qu'en position gynécologique. Voilà. Et ça, moi, je l'ai quand même vu assez souvent, que ce soit en stage, dans la pratique, que voilà, si c'était sur le côté, il y a des sages-femmes qui le font et sans problème, quoi. Voilà, oui, vous avez. Non, j'avais une question, mais qui m'a échappé, mais qui me reviendra peut-être. Ah si, le projet de naissance, parce qu'on l'a déjà mentionné plusieurs fois. Bon, moi je le sais, mais peut-être pour les personnes qui ne le savent pas, comment ça se fait, enfin, concrètement? Est-ce que c'est juste 4 jours avant, j'appelle la maternité et je leur dis? Est-ce que c'est par écrit? Comment ça se passe? Alors, ça va dépendre en fait de la situation dans le sens où, par exemple, si vous avez une sage-femme, que vous consultez une sage-femme à l'hôpital et que vous savez que c'est cette sage-femme-là qui sera présente le jour de votre accouchement, si vous lui en parlez au cours des consultations, déjà, elle saura plus ou moins ce qu'il en est. Maintenant, c'est pas toujours le cas et en plus de ça, bon, il y a les tournantes au niveau horaire d'équipe, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de l'écrire, d'écrire le projet de naissance. Maintenant, ce que je peux conseiller, c'est que le projet de naissance ne fasse pas 4 pages et que ça ne soit pas un roman, mais vraiment des directives assez précises, telles que par exemple, éviter la péridurale, éviter la perfusion, des mots comme ça. Parce que dans le cas où il y a vraiment une surcharge de travail à ce moment-là au niveau de l'équipe, si vous voulez, le projet de naissance ne va pas forcément passer en priorité. Surtout s'il y a d'autres urgences vraiment urgentes. Et donc, le fait d'écrire comme ça en directive, très claire et assez précise, si la sage-femme se dit, bon, il y a un projet de naissance, je vais vite regarder ce qui est écrit, ça sera beaucoup plus facile pour elle de voir ce qu'il en est que si vous commencez à écrire, alors je voudrais qu'il n'y ait pas de péridurale parce que si, parce que ça, enfin voilà, il ne faut pas écrire un roman. C'est aller à l'essentiel et faire des mots-clés. Aller à l'essentiel, voilà. Si la sage-femme a le temps, probablement elle lira, mais souvent, surtout actuellement, elles n'ont pas beaucoup de temps et sont souvent assez surchargées. Donc, si vous voulez vraiment qu'il soit au maximum respecté, c'est intéressant d'aller à l'essentiel. Maintenant, il y a quand même quelque chose sur lequel il faut réfléchir et voilà, et pas avoir de regrets par après, c'est que quand vous faites un projet de naissance, il sera respecté
tant que la situation le permettra. C'est-à-dire que tant que l'accouchement se passe de manière physiologique, il n'y a pas de problème, les sages-femmes respecteront le projet de naissance. Maintenant, arrive une urgence, bah voilà, il faudra que les sages-femmes et les médecins fassent le travail qu'ils ont à faire, même si ça va un peu à contresens de ce que vous avez écrit. Tout simplement, par exemple, dans un projet, vous diriez je ne veux pas de péridurale. Il se fait que votre enfant a une mauvaise position et que la tête se présente très mal et qu'on doit partir en césarienne d'urgence. Là, vous aurez non seulement une péridurale, mais probablement une anesthésie générale s'il n'y a pas de. Si c'est vraiment urgent et qu'il faut aller vite. Donc ça, il faut quand même le savoir que voilà, le projet de naissance va être respecté tant que la physiologie le permettra. Parce qu'après, il peut y avoir certaines mamans qui disent oui, mais je voulais faire comme ci et comme ça, et au final, ça n'a pas été respecté. Oui, mais bon, après, il faut vraiment prendre en compte le fait que ça doit rester. Voilà, on ne peut pas prendre de risque médical non plus à cause d'un projet. Exactement. Alors, on en était du coup à la fin du travail. Oui, voilà, de la position, etc. Donc, Exactement. Donc, tout au long du travail, ce que je peux proposer pour les mamans qui sont croyantes et qui prient, bien entendu, c'est vraiment d'offrir toute leur douleur et même voir avant le travail, quand elles sont encore dans les phases préparatoires de l'accouchement, bien penser à se dire, bon, voilà, je vais offrir cet accouchement pour voilà l'intention qu'elles ont envie, mais vraiment offrir tout ça au bon Dieu. Et ça peut vraiment aussi les aider à passer les phases difficiles. Prier l'ange gardien, non seulement leur ange gardien, mais aussi celui du bébé, ce qui est important. Et vraiment avoir cette vision de c'est pas une situation qui va durer. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Un peu comme un tunnel au bout duquel il y a une grande lumière et que la lumière, en quelque sorte, c'est le bébé qui va arriver. Vraiment avoir cette vision de oui, là, c'est difficile, je suis un peu dans le noir, c'est compliqué, mais ça se termine, ça va avoir une fin. Alors, il y a aussi une sainte qui est très importante et qu'on peut citer, c'est Sainte Colette. Ne pas hésiter à prier Sainte Colette. préparation, comment dire, intellectuelle presque, j'allais dire, à l'accouchement en amont, enfin, se préparer, réfléchir à son projet de naissance, bien y penser, se mettre dans les conditions, savoir par quelle phase on va passer, enfin, se renseigner bien sur l'accouchement pour pas être surprise, etc. Il y a aussi donc la préparation spirituelle. Enfin, vous parliez de prier l'ange gardien au moment de l'accouchement, mais même avant, on peut faire des neuvaines, on peut prier, voilà, il y a tout ça aussi. Exactement. Mais ce qui est important, c'est surtout de penser à ça avant les phases où la maman est complètement dans sa bulle, parce qu'à ce moment-là, elle aura plus trop l'esprit vraiment à penser à quoi que ce soit. Elle sera tellement concentrée sur ce qui se passe qu'elle aura vraiment plus l'esprit, et puis après, s'enchaîne l'accouchement, et puis et voilà, après le bébé est là. Donc c'est important d'y penser avant. Alors, une autre petite remarque que j'aurais à faire, c'est concernant justement les accouchements qui sont très rapides. Les accouchements rapides sont souvent très douloureux parce que justement, il n'y a pas l'adaptation du corps aux endorphines, comme j'ai pu l'expliquer au début. Parce que tout se passe très très vite, c'est-à-dire que c'est des accouchements qui peuvent mettre par exemple 2 heures entre le début des premières contractions et l'arrivée du bébé, ce qui est vraiment quelque chose de très très rapide. Et donc là, souvent la maman va souffrir plus parce que les douleurs sont là. Mais quand c'est comme ça, c'est souvent que tout va bien pour le bébé et que le bébé est en pleine forme. Un accouchement qui commence à prendre du temps, qui ralentit, etc., c'est souvent qu'il y a
quelque chose qu'on ne sait pas forcément à l'avance, mais qu'on va découvrir souvent au moment de la naissance, qui fait que en fait, le travail ralentit tout doucement parce que c'est pas si facile que ça pour le bébé de faire son travail. Voilà, donc ça c'est une petite note qui est intéressante à connaître. Donc si une maman se met très très vite en route, qu'elle ne panique pas, tant pis si elle accouche chez elle ou dans la rue ou etc., c'est que son bébé va bien. Donc si ça peut la rassurer et voilà, et trouver un peu son calme pendant cette phase d'accouchement, voilà, c'est important de le préciser. D'accord. Alors, Est-ce que je ne vous avez sais pas. autre chose à ajouter Je pense qu'on a fait à peu près le tour voilà, du déroulé de l'accouchement. Maintenant, là où je voudrais en revenir, c'est sur les accouchements, entre autres à domicile, qui a été mon expérience personnelle, mais où je voudrais quand même signaler aux personnes qui nous écoutent de faire très très attention à la personne chez qui ils vont s'adresser pour quand ils ont ce genre de projet. C'est-à-dire que j'ai entendu des choses en fait, des sages-femmes qui ont tellement envie de cet accouchement à domicile qu'ils vont à la limite forcer les parents à rester à domicile, même si y a des signaux d'alarme qui sont là, et il y en a certaines qui prennent des risques. Donc elles vous le disent pas elles ne vous le diront pas forcément, mais j'ai eu écho de quelques situations où en parlant moi-même avec la sage-femme, voilà, on s'est dit mais c'est vraiment c'est dangereux quoi. C'était clairement la mort de la maman et du bébé qui était en jeu quoi. Donc ça il faut quand même faire très attention. À ça quoi. Donc oui, il peut se faire qu'on accouche sans sage-femme parce que l'accouchement se déroule très vite et que souvent c'est parce que le bébé va bien, mais il ne faut pas non plus prendre des risques inconsidérés. C'est-à-dire que en l'occurrence, moi j'ai fait mes études en Belgique et quand on a parlé de ce sujet au niveau de mon enseignement, on nous a donné toute une liste de critères sur lequel les sages-femmes ne doivent pas transiger. La première, c'est que le couple doit être d'accord sur ce choix. C'est-à-dire qu'une maman qui voudrait absolument accoucher à domicile, mais que le papa ne veut pas du tout parce qu'il n'est pas du tout à l'aise avec ça, c'est le premier critère qui fait que la sage-femme doit refuser l'accouchement. Tout simplement pour une bonne raison, que si le papa commence à paniquer, que la sage-femme est seule avec la maman, la maman va ressentir la panique du papa, va commencer à paniquer, et donc là, la maman va devoir non seulement, la sage-femme va devoir non seulement gérer l'accouchement qui est en train d'avoir lieu, la panique de la maman et la panique du papa, ce qui est clairement impossible pour un accouchement sans danger, je dirais. Parce qu'elle ne peut pas être 100% concentrée sur la maman, et voilà, si elle doit gérer le papa en plus, c'est compliqué. Un autre point important, par exemple, c'est l'accès du domicile. C'est-à-dire qu'un troisième étage sans ascenseur ou sans évacuation possible, que ce soit en ambulance ou à pied avec une maman qui est en train d'accoucher, là c'est pareil, c'est hors de question. Parce que voilà, si une urgence arrivait, ce qui est quand même très très rare dans des accouchements à domicile où les sages-femmes sont bien formées et font attention à ces critères-là, ça arrive vraiment très très rarement. Dans ce cas-là, si l'évacuation n'est pas possible ou va mettre trop de temps, ça peut mettre en danger la vie de la maman ou la vie du bébé. Donc voilà, si vous n'avez pas la possibilité d'évacuer dans l'urgence, il faut oublier l'accouchement à domicile. Donc ça c'est un point. Et alors quand la maman, si la maman ne le sent pas, que pendant un accouchement à domicile, elle se dit non, 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 là ça ne va pas, je veux aller à l'hôpital, c'est aussi un critère important que le papa doit connaître, c'est que si la sage-femme refuse d'aller à l'hôpital, c'est pas, il vaut mieux que le papa prenne la décision d'aller à l'hôpital. Parce que la maman pourrait être dans une phase où elle est
où elle dit non, je veux aller à l'hôpital parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Si vous voulez, elle peut être à moitié dans sa bulle, mais sentir. En fait, elle sent sans savoir exactement le pourquoi, mais elle sent que elle a l'instinct qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Si à ce moment-là, c'est pas juste de la panique, oui, je vais pas y arriver, etc. C'est vraiment non, il faut qu'on aille à l'hôpital parce que là, ça ne va pas. Si à ce moment-là, la sage-femme dit non, tout va bien, vous inquiétez pas, etc., alors que la maman veut plus faire ça à domicile, eh bien, je pense que là, le devoir du papa est vraiment de dire bon, on y va quand même malgré tout, malgré la sage-femme. Voilà. D'accord. Et il y a aussi une question de longueur de travail par rapport à ça, c'est-à-dire que j'ai eu écho d'un cas où la maman, ce travail avait duré très longtemps, mais quand je vous parle de longtemps, c'est vraiment plusieurs heures et ça n'avançait pas. Il n'y avait pas de changement, elle était toujours dans la même phase depuis plusieurs heures et ça, c'est quelque chose qui est anormal, c'est-à-dire que le travail peut prendre du temps, mais il y a une progression continuelle dans le travail. Voilà, même si c'est lent, ça progresse. Voilà, à chaque fois, ça progresse un peu. Un travail qui ne progresse pas, c'est qu'il y a un problème. Et donc là, en l'occurrence, dans cette situation, la sage-femme a dit non, vous inquiétez pas, on va rester à domicile. Les parents sont partis à la maternité et il se fait que effectivement le bébé avait un gros problème qui ne permettait pas un accouchement par voie basse, quelque chose qui n'avait pas pu être détecté à l'échographie. Donc voilà, c'est important aussi aux mamans de s'écouter, sans rentrer dans la panique. Si vous voulez, il faut garder le juste milieu, comme partout, de ne pas rentrer dans la panique, mais en même temps, si elles se disent non, là, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui m'embête, bah, il faut pas prendre de risques. Clairement, ça c'est la conclusion que je pourrais donner. Ne prenez pas de risques inutiles, ni pour vous, ni pour les sages-femmes, parce qu'il y a aussi, je dirais actuellement un peu quelques mouvements qui disent oui, il faut accoucher seul, sans sage-femme, à domicile, au fond des bois, etc. Non. À moins que le mari soit sage-femme, mais non, il faut quand même qu'il y ait du personnel médical qui soit là, qui puisse détecter s'il y a un problème. Et puis, ça peut avoir des conséquences sur la famille quand même, ce genre de situation. Et puis peut-être aussi préciser que accoucher à l'hôpital, c'est pas une défaite. Enfin, c'est pas, comment dire, c'est pas mal. C'est pas, même si vous aviez décidé d'accoucher à domicile, faut pas le voir comme quelque chose. Ah non, je veux à tout prix rester chez moi parce que j'avais décidé que ça serait chez moi et ça serait un échec si j'allais à l'hôpital ou à la clinique. Non, faut pas se mettre ça. Exactement. Il faut se dire que voilà, si finalement ça a terminé à l'hôpital, c'était pour une meilleure raison, pour la bonne santé de l'enfant. Exactement. Bah, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous aviez encore quelque chose à ajouter par rapport à tout ça. Je pense qu'on a déjà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, déjà bien fait le tour. Bah, n'hésitez pas les personnes qui nous écoutent. Si vous avez des questions à poser donc à Marie qui est sage-femme et qui a 4 enfants, donc qui a aussi quand même une bonne expérience d'accouchement, n'hésitez pas si vous avez des questions encore à lui poser, des précisions à apporter, si vous avez des témoignages aussi sur vos propres accouchements. Je fais un rappel quand même, je ne l'ai pas fait au début, mais bon, je sais que tout ce qui est les sujets comme ça d'accouchement sont toujours assez personnel aux mamans. Oui, voilà, c'est sujet à polémique parce qu'en fait, c'est tellement personnel et chaque accouchement est tellement différent qu'on va avoir tendance à dire ah mais non, moi c'était pas ça, mais non, mais ça c'est n'importe quoi ce qu'elle a dit, moi ça s'est pas passé comme ça. Bon voilà, tous les accouchements sont différents. Là, c'était surtout, d'ailleurs, on s'est surtout concentré là-dessus, sur expliquer physiologiquement, émotionnellement ce qui va se passer. Après, comme vous l'avez précisé aussi, bon bah il peut aussi y avoir un accouchement éclair. Ça arrive aussi. Mais globalement, voilà, on a essayé un peu d'expliquer toutes les phases physiques et psycho-émotionnelles pour que les mamans puissent se préparer, sachent à quoi s'attendre et que ça soit un peu moins effrayant peut-être, parce qu'effectivement, moi, je vois souvent des commentaires ou des questions qui sont posées sur Telegram de femmes qui angoissent à l'approche finalement de leur date d'accouchement, ce qui est totalement normal.
c'est normal que ça fasse peur, et enfin que ça fasse peur si on ne connaît pas. Et une fois qu'on sait ce qui va se passer, voilà, faut essayer de rester bien calme et de confier tout cela au bon Dieu. Mais en tout cas, merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions, toutes ces... Et alors, j'ai encore une petite précision à faire, c'est Oui. que cet accouchement naturel physiologique ne peut avoir lieu que dans le cadre où la maman n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'une grossesse s'est bien passée, qu'il n'y a aucun problème au niveau du bébé selon les échographies. Alors attention, les échographies, parfois il y a des choses qui ne se voient pas, donc ça peut arriver qu'il y ait des choses qui ne sont pas vues à l'échographie. Mais vraiment, tout ça, c'est la santé de la maman est bonne, la santé du bébé est bon, tous les examens médicaux sont bons. Si les examens médicaux ne sont pas bons et que le bébé ne va pas bien, il ne faut pas se dire bon bah voilà, je vais accoucher naturellement, je le veux à tout prix, je ferai tout pour y arriver. Alors certes, il y a certaines situations, mais ça c'est à discuter avec la sage-femme et le gynécologue, de se dire bon bah voilà, j'ai telle pathologie, mais un accouchement est quand même envisageable. Donc je vais essayer de faire le maximum pour qu'il se passe naturellement, mais en gardant en tête quand même que peut-être à un moment donné, il y aura une intervention. Voilà, exactement. Merci d'avoir précisé ça, et surtout, j'invite chaque femme qui est enceinte ou qui veut accoucher à se renseigner auprès de son médecin, de son gynécologue, de sa sage-femme, parce que comme vous l'avez dit, chacune est différente, chacune a potentiellement une pathologie ou autre, et c'est votre médecin, que ce soit votre généraliste, votre gynéco ou votre sage-femme qui vous a suivi pendant toute la grossesse, qui saura mieux que nous. Nous, c'est un peu des indications générales pour vous aider, pour vous encourager, mais c'est vraiment, il faut consulter les personnes qui vous connaissent et qui vous ont suivi pendant toute la grossesse. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Marie pour ce podcast. Merci Thérèse, et j'espère que ça pourra aider les futures mamans et les jeunes mamans qui nous écoutent. Ouais, j'en suis certaine. En tout cas, merci beaucoup, et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici. Et s'il y a d'autres, si vous aimez ce genre de témoignages, d'entretiens, bien n'hésitez pas à aller sur les playlists entretiens qui sont sur cette même chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne manquer aucune nouveauté. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.